7 ans passés à Dubaï, c'est l'équivalent de 25 ans passés en France en termes d'accumulation de capital. Ça, c'est l'argument massu d'Olivier Roland. Mais est-ce vrai? Aujourd'hui, on va décortiquer son discours, démontrer ses biais et surtout montrer comment construire une vraie stratégie de capitalisation qui va beaucoup plus rapidement qu'attendre 25 ans. Dans cette vidéo, on va reprendre la réponse d'Olivier Roland qui a été donnée sous forme de seconde interview chez Cédric de Youmento, suite à la mienne et dans laquelle je suis cité. Je salue Cédric pour son partage et de m'avoir communiqué le fichier vidéo original, ce qui va me permettre de structurer cette réponse beaucoup plus facilement. Réponse bienveillante, certes contradictoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa réponse est passée à côté de mon propos initial et je pense qu'il n'a pas été compris. Donc, dans la théorie des signaux, ça peut venir du récepteur ou de l'émetteur. Je partirai du principe que ça part des deux. En effet, Olivier défend depuis des années la même ligne, l'expatriation immédiate comme solution miracle pour créer du capital. On parle d'accumulation de capital, je tiens à le préciser. Que ce soit dans ses vidéos sur son expatriation à Londres, son expatriation à Dubaï en 2018, ou bien dans son dernier livre, le message est toujours le même, pars vite et tu t'enrichiras plus vite. Ma position, au contraire, n'est pas de dire de rester en France toute ta vie, bien au contraire, mais peut-être de décaler légèrement ton expatriation pour favoriser un enrichissement massif et être libre le plus rapidement possible et ne plus reposer uniquement sur ton business. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans toute cette vidéo. Pourquoi? Parce que la France, malgré ses défauts fiscaux, te donne accès à un levier bancaire unique au monde, la possibilité d'emprunter massivement à taux fixe pour te constituer plusieurs millions de capital en très peu de temps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisque ça a été un commentaire qui a été mis sur la réponse de la chaîne de Cédric de Youmento. La vision d'Olivier Roland sur le levier bancaire est une vision de nouveaux riches qui ne pensent pas sur le long terme. Ça fait plus de 16 ans qu'il est sur Internet et il n'a toujours pas pu développer un patrimoine de 15-20 millions d'euros avec l'argent qu'il a gagné. Personnellement, si j'étais en France, j'aurais pu bénéficier du levier bancaire, mais malheureusement, je vis à Austin, aux États-Unis, où le levier bancaire n'est pas aussi intéressant qu'en France. Ici, il faut compter 25% d'apport et un taux variable. Donc, on va s'intéresser à ça. Le plan de la vidéo va être très très simple. On va apporter un peu de nuance, pas confondre argent de poche et capital. Et c'est ce point sur lequel on va se concentrer dans cette vidéo. Les points que nous allons voir, en plus de l'introduction, ça va être les biais psychologiques d'Olivier Roland, comment ces biais peuvent impacter son discours, et c'est très important. On va voir que le 70% d'impôts, c'est-à-dire les 7 ans à Dubaï, c'est 25 ans en France, on va voir le taux effectif parce qu'il a mal été décortiqué dans la vidéo de Cédric, ce qui me permettra de le faire schématiquement. On va voir également l'immobilier dans un état en faillite, les risques associés. On parlera France plus Dubaï au lieu de faire France versus Dubaï. C'est important, on va les cumuler et pas les opposer. Et on finira sur une conclusion. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre sur notre Telegram communautaire. Nous sommes plus de 4100 au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai d'ailleurs posté comme quoi j'allais faire cette réponse et vous trouverez beaucoup de contenu dessus. Le lien se trouve en haut à droite de la vidéo ainsi que dans la description sous la vidéo. Rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans les biais psychologiques. Alors, les biais psychologiques... Pourquoi parler des biais psychologiques en premier? Avant de décortiquer le discours d'Olivier Roland, je veux poser un cadre important, celui des biais cognitifs. C'est quoi un biais cognitif? Je pense que vous le savez tous, mais je vais le rappeler. C'est une déformation naturelle de notre raisonnement. On croit penser de manière logique et rationnelle, mais notre cerveau est en quelque sorte programmé pour préférer des raccourcis simples qui peuvent nous induire en erreur. Daniel Kahneman et Richard Thaler, 2 prix Nobel d'économie, ont montré que ces biais guident nos choix financiers beaucoup plus qu'on ne veut l'admettre. Et le problème, c'est que dans le discours d'Olivier, plusieurs de ces biais se retrouvent, ce qui explique en quelque sorte son raisonnement et qui peut peut-être fausser son analyse sur l'expatriation et l'accumulation de capital. Je tiens à rappeler, il parle d'accumulation de capital. Le premier biais auquel on va s'intéresser, c'est le biais du court-termisme. Le biais de court-termisme ou actualisation hyperbolique, c'est notre tendance naturelle à préférer un petit gain immédiat plutôt qu'un gain futur plus grand.
Exemple classique en psychologie, démontré par plusieurs études, et vous pouvez faire le test, la plupart des gens préfèrent recevoir 100 euros aujourd'hui que 150 euros dans un mois. Ce choix est totalement irrationnel, mais il reflète notre cerveau. Regardons maintenant un extrait de l'interview d'Olivier pour voir quel est son raisonnement. Quand tu regardes l'argent que tu as dans ta poche personnelle à la fin, on ne parle pas de la holding, on ne parle pas de la boîte, on parle de l'argent, parce que c'est ça qui importe au bout d'un moment. Ça sert à quoi l'argent s'il reste dans le compte de ta boîte, tu ne t'en sers pas? Olivier, ici, il illustre parfaitement ce biais. Pour lui, ce qui compte, c'est l'argent immédiatement disponible dans la poche, et le terme dans la poche, c'est très important. Sauf qu'en réalité, l'accumulation de richesses ne se mesure pas au cash instantané, mais au capital qu'on fait travailler, et pour des raisons, on le fait travailler en société. Et ça va être important de le voir également sur les autres biais et voir comment ils se cumulent. Et ça, c'est très important. Le deuxième biais auquel on va s'intéresser, c'est ce qu'on appelle le biais du consommateur. Le deuxième biais, le biais du consommateur, c'est confondre la richesse avec la capacité de consommation. C'est ce qu'on appelle le biais du consommateur. Croire qu'être riche, c'est d'avoir un revenu disponible élevé, alors qu'en réalité, la vraie richesse, c'est le capital accumulé et productif. Ce qui est intéressant, c'est sur le capital, c'est les gauchos qui expliquent le mieux. Et notamment, comme l'écrit Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle, le rendement du capital dépasse structurellement la croissance des revenus. Et ce qui est intéressant, quand on va regarder l'extrait d'Olivier, Tout argent qui n'est pas dépensé, c'est juste du dépensement différé. Vous allez bien le dépenser au bout d'un moment, cet argent, sinon ça sert à quoi? c'est l'illustration parfaite du biais du consommateur. Pour Olivier, si tu gagnes de l'argent, c'est pour le dépenser tôt ou tard. Mais un investisseur sérieux ne pense pas comme ça. Les flux d'un business, les flux de revenus d'un business ne vont pas servir à aller louer une Lamborghini. Ils vont servir en premier lieu à capitaliser. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple. Au lieu d'acheter une Lamborghini, sers-toi des flux de revenus pour acheter une concession Lamborghini qui te permettra d'utiliser les Lamborghini et qui, en plus, te permettra de générer de l'argent et d'avoir un actif. Parce que les ventes d'un business, il faut le rappeler, elles sont volatiles. Et c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, on le voit quand ils parlent en mensuel, combien j'ai fait de chiffre d'affaires mensuel, pas de bénéfice, mais de chiffre d'affaires. C'est que en fait, ils considèrent leur revenu comme un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée, et qu'ils vont gagner tout le temps le même argent. Et c'est très intéressant de le voir et comment ils se comportent ensuite. Le troisième biais auquel on va s'intéresser, c'est le biais de l'ancrage, et ici l'ancrage fiscal. C'est le fait de se fixer sur une valeur qui peut être exagérée ou arbitraire et l'utiliser comme référence, même si elle n'est pas totalement exacte. Par exemple, si je vous dis que l'impôt en France est d'environ 70%, même si c'est exagéré, ça reste dans votre tête comme un chiffre de référence, ça reste ancré. Regardons maintenant le retour de Olivier. Fais le calcul, tu te retrouves avec 64,24% d'imposition. Merci pour le détail. CQFD. 64,24. Donc on va faire une petite modification et on le verra ensuite. Pourquoi c'était important de faire ça? C'est pour expliquer et essayer de nuancer le propos. D'ailleurs, je renvoie à l'expression de Cédric de Youmento, l'intelligence se trouve dans la nuance. Ces trois biais, court-termistes, biais du consommateur et ancrage fiscal, suffisent à montrer que le raisonnement d'Olivier est séduisant, mais légèrement biaisé. Il flatte ce que notre cerveau veut entendre, plus de cash tout de suite, moins d'impôts, plus de liberté immédiate. Mais il ignore que certaines études montrent le contraire. Et ça, on va en parler ensuite. Mais le plus important, c'est que le rendement du capital surpasse toujours la croissance des revenus. C'est ça sur lequel il faut se concentrer. Et que l'exagération des taux d'imposition n'est pas en soi un argument, mais plus un biais d'ancrage. Alors, sur la prochaine partie, j'ai envie de m'intéresser à ces 70%. On va regarder des extraits d'Olivier et on va y revenir dessus tout en prenant des notes. Regardons ça ensemble. Ok, on va passer aux remarques et aux critiques provenant donc de Hugo H, qui avait fait donc une vidéo dédiée. Euh, alors,
L'équation 7 ans à Dubaï égale 25 ans en France repose sur une estimation exagérée du taux d'imposition. Dans notre vidéo, j'ai expliqué qu'en tant qu'entrepreneur, on peut passer de 60-70% d'impôts à 2% à Dubaï. Ce qui ferait Mhm. que 7 ans passés à Dubaï, c'est l'équivalent de 25 ans passés en France en termes d'accumulation de capital. On parle bien d'accumulation de capital, c'est important de le préciser. Hugo a Avec l'investissement au début aussi de ce que tu gagnes et les intérêts les composés. intérêts composés. La septième merveille du monde. Absolument, tu Ouais. fais bien de le préciser. On Hugo, reviendra lui, dessus. rappelle que même en tenant compte des impôts sur les sociétés et de la flat tax, un dirigeant français qui se verse un dividende d'1 million d'euros se Alors là, on reviendra sur le calcul ensuite, puisque le calcul a été mal compris et déjà on part d'une base erronée. retrouve avec un taux effectif d'environ 34 à 40%, loin des 70% que tu avances. Donc, voilà, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça sur le fait que, bon, bah, il y a des moyens d'optimiser, il y a toujours moyen de créer de la structuration pour faire en sorte de payer moins d'impôts. Alors c'est pas ce que je disais, et ça on viendra sur le scénario ensuite. On parlait d'un scénario de distribution partielle et également de le mettre dans l'optique avec une stratégie qu'on va voir à la fin de la vidéo. C'est également pour ça qu'il était important de parler d'un biais et que j'ai évoqué précédemment, qui était le biais du consommateur. Et qu'au final, les 70% dont je parle moi aussi, est exagéré et concerne des gens qui n'ont pas été capables de mettre en place ce qu'il fallait pour l'éviter. Oui, bah, j'ai répondu à Hugo en commentaire. En fait, ce que je lui dis, c'est qu'il fait une erreur classique que énormément de gens font. Et d'ailleurs, j'ai vu à quel point il a pas du tout lu mon livre. Hein, bon, c'est OK, mais puisque j'en parle, il y a tout un chapitre là-dessus. Donc, il m'a dit après qu'il allait lire mon bouquin. Donc, j'espère qu'il va le faire, parce que c'est quand même plus pertinent de critiquer un livre qu'on a lu qu'un livre qu'on n'a pas lu. Mon cher Olivier, je ne critiquais pas ton livre, je critiquais ta précédente interview que tu as fait avec Cédric de Youmento. C'était pas ton livre que je remettais en question, c'était l'extrait que tu avais dit, comme cet extrait ici. Je me base sur ton propre extrait, je tiens à le préciser. N'est-ce pas? Et donc, tu vois, je fais le calcul. Il oublie énormément de taxes. Tu vois, je fais le calcul ici pour. Donc, il y a tout le tableau ici, tu vois, avec Hmm. chaque type d'impôt. Et en fait, alors là, tu dis dividende, flat tax de 30 000. Bah oui, mais moi, ce que je prends, c'est un dirigeant qui a dirigeant de son entreprise et qui est propriétaire à 100%. OK? Du coup, si tu te verses en dividende, tu as aussi l'IS à payer, que tu n'aurais pas eu à payer si tu avais décidé de te verser les 100 000 en salaire. Donc, faut prendre en compte aussi, parce que c'est de l'impôt qui se rajoute quand tu choisis les dividendes. Puisque, je rappelle, hein, quand tu te payes en salaire, c'est une charge qui donc est déductible des bénéfices, tandis que quand tu payes des dividendes, ce n'est pas le cas. Donc, il y a de l'IS à payer. Et donc, rien que l'IS, il y a une tranche de 15 puis de 25%. Là, je prends l'exemple de 100 000 euros hein, qui sont versés. Ça te fait déjà 20,75% d'imposition. Boum! OK? Ensuite, tu as la flat tax de 30% sur le montant de dividende net qui est versé de ça. D'accord? Donc, tu te verses 79 250 euros de dividende, ça fait 30%. Euh, il te reste du coup 55 000. Donc là, on est déjà à 45% d'imposition. Hein. Après, il oublie, comme le font la plupart des gens, hein, bon, il oublie toutes les taxes du quotidien. Quand tu fais un plein d'essence, 60% de ce que tu payes part dans la taxe sur l'essence. C'est pas, Ça représente c'est pas 85? Enfin, je sais plus, hein, la Euh, TIPP ou je sais plus comment elle on s'appelle. peut vérifier, mais c'est au moins 60%. Je pense pas que c'est 85. Non, non, ça doit être 60%, quelque chose comme ça. Bon, vous calculerez, mais regardez combien vous payez par an avec cette taxe. Il y a la taxe d'habitation. Alors, elle a sauté récemment, la taxe foncière. C'est soit la taxe d'habitation, soit la taxe foncière, ça s'additionne pas. Bah, de toute façon, voilà. Regardez toutes les taxes qu'il y a à droite à gauche. C'est pas compliqué. Accumuler, enfin, calculer tout. Moi, je calcule, bon, franchement, ça peut être plus ou moins, ça dépend de la situation. Mais pour quelqu'un qui se verse 100 000 euros, qui va payer environ 5 000 euros de taxes diverses, en incluant l'essence hein, dedans, ce qui fait 9% d'imposition. OK, par rapport à ce qui s'est versé Donc là, il lui reste 50 475 euros. Ouais, mais là, s'il les dépense,
La taxe majeure que tout le monde oublie et qui pourtant est là et omniprésente, et il y a même le mot taxe. On revient sur consumériste, on dépense tout. Dans son acronyme, c'est quoi? La TVA, bordel. Pourquoi fiscalité, bordel. Pourquoi tu oublies la TVA? Bon, je m'énerve un peu, mais bon, je m'énerve, mais en fait, tout le monde l'oublie, d'accord? Tu payes 20% sur quasiment tout ce que tu achètes. Il y a des exceptions, notamment tous les produits de première nécessité, typiquement nourriture, etc., qui sont à 5,5. Mais la plupart des produits sont à 20%. Tu achètes une machine à laver, tu as 20% de ce que tu payes qui part à l'État. Tu achètes une télé, c'est pareil. Une voiture, etc., etc. Donc, là, si tu dépenses les 50 000 et 75 euros que tu as eu, tu payes plus de 10 000 euros de TVA dessus. Donc, au final, là, c'est uniquement si tu t'es payé tes 100 000 en dividendes. Alors, là, c'est très intéressant. Ça veut dire que tu payes tous les impôts, il te reste 50 000 et ces 50 000, tu vas les dépenser entièrement. Tu vas les dépenser entièrement. On revient sur la... Donc, tous les bénéfices de la société sont distribués, capitalisation zéro. Et ensuite, une fois que tu as 50 000 euros, tu dépenses 50 000 euros dans des biens de consommation. On y reviendra ensuite sur le calcul, mais c'est ce qu'il dit. Il dit les 50 000 euros qui te restent, si tu les mets en dépenses, qu'on soit clair, tu vas grosso modo payer 10 000 euros par an. Donc, je reprends exactement son calcul. Donc, tout l'argent que tu reçois, tu le dépenses dans de la consommation. Et c'est important de revenir dessus. Ça ne se remarque pas au premier coup d'œil. Tu payes 59,62%. Et donc, tu travailles pour l'État du 1er janvier au 4 août. OK? Alors après, on va me dire, oui, mais Olivier, du coup, on n'est pas obligé de tout dépenser. Oui, tu n'es pas obligé de tout dépenser. Tu parles d'accumulation du capital, donc il faut capitaliser. On peut investir une partie, etc. C'est vrai, Que j'allais dire. absolument. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que tout argent qui n'est pas dépensé, c'est juste du dépensement différé. Vous avez bien le dépenser au bout d'un moment, cet argent, sinon ça sert à quoi? Tu peux le dépenser, par exemple, tu peux t'expatrier à Dubaï une fois que tu as constitué ton capital et tu ne seras pas soumis à une TVA de 20%. Ta stratégie repose sur le fait, et ça on va y venir, tu opposes France et Dubaï, moi je le mets en complémentaire. Donc, pour passer sur le calcul, avec une distribution partielle, j'étais parti sur 1 million d'euros de bénéfices sur ta société. 1 million d'euros de bénéfices et pas 1 million d'euros de dividendes. Donc, bénéfices. J'ai pris un chiffre volontairement plus gros pour pas dire que... parce que sur des tranches inférieures, tu vas avoir peut-être... il va falloir cumuler. Là, on est sur du gros. Tu vas taper moins de 250 000 euros d'impôt. Je compte même pas la tranche à 15%, donc ça fait 25%. D'accord? Ensuite, il va te rester 750 000 euros. Ces 750 000 euros, c'est du résultat net qui a été taxé. C'est du résultat net. Si par exemple tu t'expatries à Dubaï ensuite et que tu te le verses, tu ne seras pas taxé à 30% dessus. Le dividende est taxé dans le pays de résidence, d'où l'importance de le préciser. Donc, on tape, il nous reste 750 000 euros de résultat net sur la société et on décide de se verser une rémunération ridicule qui va être moins 300 000 euros de dividende. Donc, c'est du dividende qui va être soumis à flat tax. Je simplifie, on pourrait mettre un minimum, mais ça va faire bouger de 0,5%. C'est assez régulier. Donc, toi, tu vas payer moins 90 000 d'impôts sur le dividende, qui est le PFU, et tu vas recevoir net in the pocket 210 000 euros. Net. Certains vont parler de la taxe Puma et tout ça, mais disons que on le simplifie. Donc, sur 1 million d'euros de bénéfices, il te reste 210 000 euros dans ta poche. Si on distribue 300 000 euros et 450 000 euros vont rester capitalisés dans la société. Ici. Si tu fais ça, t'arrives à quoi? Effectivement, sur l'impôt, t'arrives en tout à 340 000 euros. C'est ce que l'expatriation à Dubaï te permettrait d'économiser une partie, te permettrait d'économiser tout sur le dividende, puisque tu te verserais de la rémunération qui serait déductible, et il te resterait 9% à payer, moins les 100 000.
Donc, tu es à 340 000 euros sur 1 million, tu es à 34%. Tu es à 34%. Allez, on peut rajouter. Dans un scénario, le scénario extrême, on a parlé de la distribution partielle. On rappelle, le but d'un entrepreneur, ça va être de capitaliser pour construire et ensuite de profiter. Prenons un scénario de distribution totale. La distribution totale, on revient à peu près, sauf qu'on verse 750 000 euros de dividendes. Sur 750 000 euros de dividendes, si tu es sur du total, tu vas avoir un net perçu de 525 000 euros. Alors oui, tu vas avoir des contributions supplémentaires, mais si tu additionnes le tout, tu es à 47,5%. Si tu distribues encore tout. Le cas, ensuite, il a raison, il parle de TVA. Et pourquoi la TVA est importante? Rappelez-vous, on arrive sur 210 000 euros. On arrive sur 210 000 euros, donc on a 210 000 euros, on se met dans une position consumériste, c'est-à-dire qu'on va tout consommer. Donc, on va dépenser 210 000 euros, ce qui va représenter environ 42 000 euros de TVA. 42 000 euros de TVA, ça représente 4,2% supplémentaires. 4,2% supplémentaires, on arrive à 382 000 euros surtout, donc tu arrives à 38,2%, tu peux rajouter quelques pourcents. On est encore loin, même en dépensant tout l'argent dans des biens de consommation, et on va voir, ça a une importance, on arrive encore loin du 64-70%. Pourquoi je veux parler de la TVA? Parce que effectivement, la TVA, je ne l'ai pas oublié, mais si vous vous souvenez la précédente, il dit, il te reste 50 000, tu dépenses tout, ça fait 10 000 euros. Il y a des petits éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, le loyer n'est pas soumis à TVA, et pourtant le loyer représente une grosse dépense. Il n'y a pas de TVA sur votre loyer. Il n'y a pas de TVA. L'alimentaire qui représente également une partie importante. L'alimentaire, c'est la TVA à 5,5%. Les transports publics, si vous prenez les transports publics, ça va être 10%. La santé et l'éducation, ça va être exonéré de TVA. En réalité, il est calculé par l'INSEE que le taux de TVA implicite payé par les ménages français, il est environ de 11-12% sur leurs dépenses. Je parle bien de leurs dépenses, pas sur leurs revenus, sur leurs dépenses. Ce n'est pas 20%. Tu ne payes pas l'entièreté. Donc, même si on dépensait tous les 210 000 euros, cela rajouterait plus 23 000, 25 000 euros de TVA au lieu de 42 000, ce qui rajouterait 25 000 euros d'impôts, donc 2,5% en plus. Et même si tu te versais tout, les 525 000 euros que tu dépensais tout, tu serais à 47,5. Alors oui, il y a d'autres taxes, mais là, on part du principe que tu dépenses tout en TVA. Donc, c'est important de le considérer. Pourquoi c'est important de le considérer? C'est parce que, oui, on peut toujours gonfler les chiffres, additionner la TVA 3 fois et inventer des calculs qui font peur. Ça donne un très bon storytelling. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité d'un entrepreneur qui, dans une stratégie patrimoniale d'accumulation de capital et pas une stratégie salariée de tout consommer, tu vas pas tout te distribuer. Tu vas pas tout distribuer. Combien tu payes aujourd'hui, mais quand et où tu décides de te payer. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant parce qu'avec un minimum de stratégie, ce qu'on verra ensuite, tout finira imposé, peut se transformer en réalité pas grand-chose. Mais je vais garder ça plus tard pour cette vidéo. Et c'est là que se joue la différence entre quelqu'un qui va raisonner en argent de poche, en consommation, et quelqu'un qui va raisonner en capital et donc qui va se dire « Ok, je vais allouer mes fonds pas pour financer mon argent de poche et financer ce que j'ai dans la poche, je vais financer la création d'un capital qui m'apportera un rendement qui me permettra d'avoir l'argent de poche. » Donc,
Ça, c'est très important. Je n'ai pas oublié la TVA, mais même si tu résides à l'hôtel, la TVA hôtelière, elle n'est pas à 20%. Donc, si tu dépenses tout, c'est sûr, si tu reçois 50 000 euros et que tu dépenses tout à la FNAC, sur des Rolex, je pense que sur les bijoux, tu as même une taxe supplémentaire et que tu dépenses tout, oui, on arrive à ces chiffres, mais il faut le limiter. On peut inclure les autres impôts, mais il ne faut pas additionner les pourcentages non plus. Et il faut également, la TVA, elle porte sur les biens de consommation et il y a des taux de TVA. Donc, tu ne vas pas dépenser 100% de ton argent à 20%, sauf si tu es dans une logique consumériste. Et je voulais revenir, avant de passer sur l'aspect vicieux du 0% d'impôt, je voudrais revenir sur un extrait qui est important et qui illustre un peu ce qu'on Et dit. on pourrait quand même arguer que quand même la plupart d'entre eux ont une optimisation internationale. Tu regardes Patrick Drahi, par exemple, lui, il applique exactement ce dont je parle dans le livre, hein. Il a 5 passeports, il est multi-pays, il est pas résident fiscal français depuis la fin des années 90. Il a été résident fiscal suisse, puis en Israël. Il applique complètement les principes du livre, hein. Patrick Drahi, c'est le pire exemple à prendre, puisque Patrick Drahi s'est concentré sur le levier pour créer sa richesse, et donc d'avoir accès au maximum au levier, au maximum à la dette, pour créer à partir de rien, puisqu'il a commencé avec un prêt étudiant de 50 000 francs, et il a construit, certes, on peut le critiquer sur son niveau d'endettement, mais il s'est servi exclusivement de la dette pour créer sa richesse. Donc, pas uniquement sur la fiscalité. Il a commencé à s'intéresser à la fiscalité une fois qu'il avait créé son groupe. Quand il a créé son groupe, il était notamment résident en France. Et ça, c'est important de le préciser. C'est une fois qu'il a eu des centaines de millions ou voire des milliards, c'est là qu'il s'y est intéressé. Il n'est pas parti directement. Il n'est pas parti directement là où il le dit. Donc c'est un petit extrait que je voulais préciser pour justement le CQFD. C'est exactement cet exemple qu'il faut prendre. Parlons maintenant de l'aspect vicieux du 0% d'impôt, parce qu'il faut introduire un concept économique qui s'appelle l'équivalence ricardienne. Alors, pourquoi c'est important? Parce que Olivier dit, quand tu passes de 70% d'impôt à 2% d'impôt, tu accumules forcément beaucoup plus de capital. Cette équivalence ricardienne, elle a été formulée par David Ricardo et reprise ensuite par Robert Barrault dans les années 70. Elle stipule qu'une baisse d'impôt ne change pas ça ne va pas changer fondamentalement le comportement des ménages, c'est-à-dire ils vont toujours faire la même chose. Pourquoi? Parce que en théorie, les gens, cette économie d'impôt, ils vont l'épargner, ils vont épargner l'intégralité de cette économie d'impôt. C'est-à-dire que si on se tient à Ricardo, l'économie d'impôt que tu vas faire en allant à Dubaï, les 70% si on écoute, si on écoute Olivier, ces 70% vont être entièrement épargnés. C'est cette logique. Tu accumules forcément beaucoup plus de capital. C'est une transposition directe de l'équivalence ricardienne quand il dit si je passe de 70% à 2% d'impôt, j'accumule forcément beaucoup plus de capital et beaucoup plus rapidement. Et 7 ans fait à Dubaï, 6 ans et demi dans sa présentation Web2Connect équivaut à plus ou moins 25 ans. Sur le papier, c'est totalement cohérent. Et on se dit tous, avec le 0%, bien évidemment, si j'ai 50% d'impôt, j'ai gagné 2 fois plus vite, donc je vais m'enrichir 2 fois plus vite. Déjà, c'est considérer son enrichissement qu'au travers de son flux de revenus, puisque la fiscalité va toucher principalement ton flux de revenus. Mais en pratique, beaucoup d'études montrent une réalité qui va être totalement différente. Et pourquoi je peux en parler? Parce que j'avais fait un vlog il y a plusieurs mois de ça, sur le 0%. Et je disais que le 0% peut en réalité t'appauvrir. Et dans ce vlog, je te mettrai le lien en haut à droite. J'avais fait cette vignette pour le faire. D'ailleurs, les paysages sont magnifiques. Je m'étais intéressé à ça et ça m'a poussé à m'intéresser à un peu plus au sujet de l'impact du 0%. Et je vais prendre un extrait d'Olivier qui l'explique et ça permettra de le démontrer ensuite. La holding, l'argent ne t'appartient pas. À Dubaï, l'argent t'appartient. C'est pas la même chose quand même.
Donc, l'argent de ton business, c'est le tien. Et ça enlève en quelque sorte un frein. Alors, pour revenir sur le sujet, on a parlé de l'équivalence ricardienne, c'est-à-dire l'impôt que tu vas économiser, tu vas l'épargner. Et il y a eu beaucoup d'études sur l'inversion de l'équivalence ricardienne. En réalité, au lieu d'épargner ces sommes, les individus y consomment davantage. Ça a été fait par plusieurs études, notamment Messner et Rotham en 2022, qui dit qu'une baisse d'impôt entraîne plus 22% de consommation et que ça a très peu d'effet sur l'épargne. Et d'autres études robustes montrent que baisser les impôts, en réalité, incite les gens à dépenser plus plutôt qu'à épargner. Là, le chiffre était important, mais il y a eu des études de la Fed, de New York, il y a eu des études de l'Université de Londres qui corroborent ce comportement impulsif. Concrètement, économiser sur ces impôts peut entraîner un afflux de cash immédiat, puisque c'est directement ton argent, qui sera largement consommé. Ce n'est pas un levier de capitalisation durable, c'est un levier de dépense immédiate. Et en fait, ce que vient d'expliquer à très juste titre Olivier, l'argent qui est dans ta société à Dubaï, c'est le tien. Donc en fait, tu vas le dépenser beaucoup plus facilement puisque l'impôt ne fait pas son rôle de frein. Et ça, c'est très important. Par exemple, en France, on va limiter les dépenses parce qu'on va vouloir éviter les impôts. On va piloter la distribution. À Dubaï, vu que tu n'as aucun frein, si tu as envie d'acheter la Rolex, tu achètes la Rolex. Et ça, c'est très important. En clair, ce qu'Olivier décrit correspond exactement à la théorie de Ricardo, séduisante sur un Excel, mais ce qu'on observe partout dans le monde, et y compris avec les retours d'expérience des gens qui sont à Dubaï, c'est plutôt une inversion. Moins d'impôts égale plus de dépenses entame la capitalisation, entame l'accumulation du capital. Puisque en réalité, pour accumuler le capital, il va pas falloir tout cramer. Et ça, c'est important. Si on le transpose à Dubaï, l'illustration, selon moi, est encore plus flagrante. Dubaï est officiellement un 0% à titre personnel, donc il n'y a aucun frein entre l'argent de la société et le tien. Mais dans la pratique, Dubaï est également l'un des endroits où la consommation ostentatoire est la plus forte. Les loyers sont chers, en plus tu dois les avancer, tu as les voitures de luxe, tu as les dépenses de lifestyle. Je veux bien qu'on puisse vivre avec peu à Dubaï, je ne fais pas une critique sur Dubaï, mais en réalité, il faut avouer que les dépenses que tu as à Dubaï, ça augmente. Ça serait très intéressant de voir combien les entrepreneurs payaient d'impôts et quelle est l'explosion de leurs dépenses. Résultat, le 0% d'impôt, il ne garantit en rien l'accumulation du capital, puisque tu as ce travers psychologique, oui, de vouloir dépenser de suite. Et rappelez-vous du biais court-termiste, on préfère prendre 120 € maintenant que prendre 150 € dans un mois. La vraie accumulation du capital ne vient pas du pourcentage d'impôt payé, elle vient de la capacité à transformer ces flux en actifs qui produiront d'autres flux, et d'utiliser le levier pour aller le plus rapidement possible. Et la personne qui a le mieux appliqué ça, c'est pour ça que je passais l'exemple juste avant, c'était réellement Patrick Drahi. Et c'est précisément ce raisonnement qu'on peut oublier. Sur le papier, ça ressemble à un accélérateur de capitalisation, mais dans la réalité, ça crée les deux plus grands ennemis à l'accumulation du capital, la hausse du train de vie, le lifestyle creep. Tes dépenses montent au rythme de tes revenus et contrairement à un impôt, un loyer à 8 000 € ou une voiture à 3 000 € par mois, c'est incompressible. Tu ne peux pas revenir en arrière sans descendre dans la douleur. Et la dépense ostentatoire, et ça c'est l'effet Veblen, le besoin de montrer son statut, résultat, au lieu d'acheter des actifs, on achète des symboles, et ça détruit la capitalisation. Autrement dit, le 0% n'est pas une garantie d'accumulation du capital. Il garantit surtout un piège psychologique, croire qu'on s'enrichit alors qu'on s'enferme dans un lifestyle de plus en plus coûteux. Et ça porte un nom d'un philosophe français qui est Denis Diderot. On avait fait un podcast sur le piège du nouveau riche, justement, et sur les biais psychologiques à l'accumulation du capital. Denis Diderot, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, il a vécu une expérience qui porte aujourd'hui son nom.
Un jour, on lui offre une magnifique robe de chambre, splendide, bien au-dessus de ce qu'il possédait. Mais très vite, ce cadeau le rend malheureux, son vieux bureau lui paraît misérable, sa bibliothèque dégueulasse et ses chaises indignes. Alors il commence à tout remplacer, bureau neuf, fauteuil, tapis, jusqu'à ce qu'il se ruine, puisque en fait, tu as un effet de rattrapage sur tout le reste. Si demain, tu mets une Rolex, ben, tu vas vouloir la voiture qui va avec, tu vas vouloir avoir l'appartement qui va avec, tu vas avoir tout ça. Et à Dubaï, c'est ce qui peut se passer. Je dis bien, c'est ce qui peut se passer. Le vrai risque n'est pas fiscal, mais il est plutôt psychologique. C'est l'effet Diderot. Le 0% d'impôt donne un sentiment d'abondance, puisque l'argent qui est dans la société, c'est le tien, comme l'a dit Olivier. Euh, ce surplus va être aspiré dans ton environnement. Tu achètes une voiture de luxe, il faut l'appart à la hauteur, les soirées qui vont avec. Et très vite, ton capital ne se construit pas. En réalité, il s'évapore. En France ou dans les pays taxés, l'impôt est une contrainte. C'est une sorte de frein disciplinaire. C'est un frein à la dépense. Si tu ne mettais pas d'impôt en France, tu dépenserais comme un cochon. Et ça, dans une phase d'accumulation du capital, peut être un avantage. Et on va voir ensuite, pourquoi c'est important. Donc, il ne faut pas se dire que le 0% est un vecteur automatique d'enrichissement, puisque tu peux avoir des freins à cet enrichissement, et notamment ce qu'on vient de voir et ce qui a été prouvé par de nombreuses études. La baisse des impôts entraîne surtout une hausse de la consommation, et dans des pays consuméristes comme Dubaï, ça peut impacter. Et rappelez-vous ce que j'avais dit au début, j'avais commencé par les biais, et rappelez-vous du biais numéro 2, le biais du consommateur, croire qu'être riche, c'est d'avoir un revenu disponible élevé. Et ça, c'est important. Et rappelez-vous du gaucho, le rendement du capital dépasse structurellement la croissance des revenus. J'en ai fini sur cette partie. Je vais passer très rapidement sur une autre partie qui est sur l'immobilier, avant de déployer la stratégie, et là où je n'ai pas été compris par Olivier, et qui répond en réalité à beaucoup de problèmes, et on va voir ce que ça peut donner. On va parler du levier, on va regarder une partie un peu plus longue, et pour montrer en fait là où mon discours n'est pas compris, et ça va permettre de nuancer et d'apporter une vision qui est totalement différente de celle qui est vue. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai quand tu restes en France, ça serait vraiment, si tu es ambitieux, ça serait vraiment con de ne pas utiliser le levier bancaire parce que c'est vrai que la France est un paradis bancaire. C'est facile d'avoir des crédits, c'est facile d'avoir des prêts à des taux intéressants, de ne pas faire beaucoup d'apports, etc., etc. De même pas faire d'apport du tout. Ça veut dire que le rendement de ton capital est illimité. Et ça, c'est très important. Et là où je veux apporter de la nuance, c'est que tu as besoin d'être en France que sur la phase de levée de fonds. Une fois que les fonds ils sont levés, tu peux t'expatrier. Et c'est là la grosse nuance. Et c'est ce qu'on verra dans la partie suivante sur un léger décalage. Mais tu n'as pas besoin de rester en France sur la durée totale de tes prêts. Euh, mais déjà, donc, c'est vrai. Premier élément de réponse, quand même, j'ai l'impression quand même dans sa critique, Hugo, il fait comme si à l'extérieur de la France, il n'y a pas d'effet de levier possible. C'est pas le cas, évidemment. Moi, je veux dire, tu peux emprunter dans n'importe quel pays où tu es résident pour faire des investissements, acheter des biens, etc., etc. À Dubaï, tu peux faire des emprunts pour acheter l'immobilier. Et j'argumenterai que si l'immobilier, ça t'intéresse, le potentiel est bien, bien plus intéressant à Dubaï qu'en France. Alors, je suis totalement d'accord avec lui, mais à partir du moment, et il y avait eu un commentaire, je vais essayer de le reafficher ici pour que ça se voit bien, c'est la puissance du levier bancaire. Et je le garantis, c'est pas moi qui ai écrit ce commentaire, Gaspard, c'est pas un faux compte que j'ai. Euh, Personnellement, si j'étais en France, j'aurais pu bénéficier du levier bancaire, mais malheureusement, je vis à Austin, aux États-Unis, qui n'est pas Bagdad de niveau levier bancaire, qui n'est pas aussi intéressant qu'en France, où il faut compter 25% d'apport. Si demain, tu veux financer 10 millions d'euros, ben, tu vas avoir besoin de 2,5 millions d'apports. La question, c'est est-ce que les gens qui t'écoutent ont 2,5 millions à immobiliser? Tandis qu'en France, tu peux faire financer 10 millions d'euros sans apport avec les bonnes stratégies et rapidement. Ça veut dire
Tu peux déployer une stratégie excessivement massive, comme le dit Fouad dans le podcast, tu peux déployer une blitz patrimoine pour constituer ce parc qui va amortir du capital, et ça on le verra sur ça. Et une fois que la somme est levée, tu n'as pas besoin de rester en France. Et tu n'as plus besoin de payer les 70% de taxes si tu le dis, et tu peux largement optimiser. Et on va le voir sur la prochaine partie. C'est pas du discours d'opposition, c'est du discours constructif. Il n'y a pas photo en termes de dynamisme du marché immobilier. Aussi le fait que c'est pas possible d'avoir un squatter, par exemple. C'est pas possible d'avoir des squatters. Ça, effectivement, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que j'ai parlé des billets au départ. Et ça n'est un autre. C'est un biais de disponibilité. Tu vas prendre l'exemple d'un appartement squatté, ultra médiatisé et généralisé, on dirait CNews. La réalité, les cas sont rarissimes. Je pense que de mémoire, c'est 3%. C'est 3%. Et par exemple, là où ça arrive, en ce moment, ça tombe bien, c'est les Airbnb qui sont visés. Ils ont fait des efforts, même si tout n'est pas parfait, ils ont fait des efforts. Tu as une nouvelle loi, Kasbarian-Berger, sur les squatteurs, sur les gens, sur les saisies de salaire, saisies sur salaire et tout. Mais par exemple, pour te donner un ordre d'idée, sur des parcs, quand on voit les gens accompagnés, les gens si tu prends un parc de 10 millions d'euros, par exemple, de Madeleine, on lui avait posé la question dans un podcast, 10 millions, ça fait beaucoup de lots, impayé, zéro. Ça va dépendre de la stratégie que tu vas chercher. Et ce biais de disponibilité, il ne faut pas en faire une généralité, notamment quand tu es entrepreneur. On voit en ce moment beaucoup de gens qui se plaignent. Ça fait des années que c'est comme ça, hein, que les squatteurs ont un peu tous les droits en France, etc. À Dubaï, c'est pas possible. Les locataires se payent un an à l'avance. Ça, il faut reconnaître, c'est un avantage. Ça peut notamment permettre de récupérer l'apport plus rapidement, et donc de faire rouler le capital plus rapidement. Ou en tout cas te donne les chèques en avance. Enfin, il y a plein de choses qui font que le marché immobilier à Dubaï, il est quand même top. Et tu peux, à mon avis, bâtir une fortune avec effet de levier bien plus intéressante à Dubaï qu'en France. Tu vois. Mais bon, oui, on va accorder un point à la France sur le fait que c'est un paradis bancaire et c'est top. Mais le truc, c'est que quand même, derrière, tu te fais défoncer à tous les étages. Je veux dire, c'est OK, admettons que tu te bâtis un empire immobilier. Mais je veux dire, c'est la même chose. Ce niveau d'impôt que j'ai donné, tu vas quand même l'avoir. Et là, tu vois, Olivier, c'est que toi, tu as parlé du cash flow. On en revient sur le biais consumériste qu'on a vu au départ. Tu vois l'enrichissement en immobilier qu'au travers du cash flow. Les impôts sur les loyers, oui, ils existent. Ils touchent le cash flow. Mais chaque mois, ton locataire, il rembourse une partie de ton emprunt. C'est ce qu'on appelle l'amortissement du capital. Cet amortissement, il est invisible. Mais c'est de l'épargne. Si tu as 10 millions, tu vas amortir 400 000 euros par an. Grosso modo, c'est-à-dire que tu as 400 000 euros d'actifs nets qui rentrent dans ton patrimoine. Cet amortissement, certes invisible, est une épargne forcée. Celle-là, on ne peut pas la dépenser. Même si on baisse les taxes, ça va permettre d'accumuler du capital. Et surtout, il n'est pas taxé. C'est un paradoxe amusant. C'est un paradoxe amusant. Olivier, toi qui es obsédé par la fiscalité, t'ignores le flux le plus fiscalement optimisé, où il n'y a aucun impôt. Alors oui, certains vont me dire, ouais, il y a la reprise des amortissements, mais les amortissements, c'est une réduction d'impôt que tu as eu, que tu rembourses en quelque sorte. Ce n'est pas un impôt. Et c'est surtout le plus massif. Si demain, quelqu'un en France qui décale un peu son expatriation, on va en parler ensuite, lève par exemple 10 millions d'euros. Allez, avec les revenus qu'on a donnés, c'est largement possible. S'il lève 10 millions d'euros, il va avoir 400 000 euros de capital, on va dire en linéaire 500 000 euros sur 20 ans. S'il revend ses biens exactement au même prix, dans 10 ans, il lui reste encore 10 ans de crédit. D'accord ? Il lui reste 10 ans de crédit. On va le faire sur un schéma, ça va être plus facile à comprendre.
Comme on l'a dit, imagine, pas un prêt de 10 millions, mais disons, le parc est entièrement sous financement, ce qui est possible en France, tu lèves 10 millions d'euros de prêt sur l'année zéro. Et comme on l'a dit, tu n'as pas besoin d'être résident fiscal ici. Non, tu peux te barrer ici une fois que c'est constitué. C'est fait à travers des sociétés civiles immobilières, à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Tu as parlé à très juste titre de l'instabilité fiscale. L'instabilité fiscale tape l'impôt sur le revenu, beaucoup moins l'impôt sur les sociétés. Tu vas, par exemple, les gens, ils voient ici. Et rappelez-vous de ce qu'on avait dit dans les biais psychologiques. Les biais psychologiques, et c'est pour ça que j'ai commencé sur ce point. Rappelez-vous, le premier biais que nous avons vu, le biais court-termiste. C'est notre tendance naturelle à préférer un petit gain immédiat plutôt qu'un gain futur plus grand. Et ça, je l'avais expliqué. Si demain, par exemple, tu gardes ton immeuble, tu gardes ta série d'immeubles sur 10 ans. 10 ans, on a le temps, la France ne se sera pas encore effondrée. Toi, tu vas recevoir, on va dire que c'est ta SCI ici, d'accord? On va dire que tu vends, allez, au bout de 10 ans, tu le vends 10,5 millions. D'accord? Donc, tu as 500 000 euros de plus-value. 500 K de plus-value. Donc, ta SCI va recevoir un virement de 10,5 millions d'euros. D'accord? Jusque-là, pas de souci. Sauf que tu as un prêt, tu as remboursé toute cette partie. Il va falloir solder ici, faire les levées hypothécaires principalement. Donc, on va dire qu'il reste 5M. On est parti sur du linéaire. Donc, tu vas avoir 5M qui vont rester. Donc, sur ta SCI, tu vas avoir 5,5 millions de capital d'euros. D'accord? Et tu vas avoir 500 000 euros de plus-value qui va être taxé à 25%. 25%, ça doit faire 125 000 euros. Donc, tu vas avoir 375 000. Tu vas avoir 5 375 000 euros ici. D'accord? Ça, c'est du vrai capital sur ta SCI. Que se passe-t-il? Je te pose la question. Que se passe-t-il si, par exemple, cette SCI est détenue par une holding? On va dire qu'elle est la holding européenne. Et que tu remontes tout l'argent. 0% de retenue à la source, 0 taxation. D'accord? Tu as payé ta plus-value ici, tu as amorti du capital. Qu'est-ce qui va se passer si tu choisis bien? Tu peux avoir 0. Et là, tu auras rajouté 5 375 000 euros de capital dans ta poche. Et ça, c'est très important de le préciser. Ça permet de mettre un peu de nuance et ça permet de rappeler, il ne faut pas se considérer que sur le cash flow, c'est la plus petite partie de l'enrichissement. Il faut se concentrer sur le vrai enrichissement qui est un peu plus long. Là, c'est de l'épargne forcée. C'est sûr, ça ne va pas te servir à faire de la Lamborghini, ça ne va pas être dans ta poche. On sait que les gens, ils aiment bien l'avoir dans la poche, mais ça va être un élément complémentaire sur ton enrichissement et on y reviendra. Retiens bien le chiffre de 5 millions, on y reviendra dessus. Au final, sur tes dépenses, ça va être la même chose. Alors que tu pourrais bâtir un empire immobilier à Dubaï, certes, avec un peu moins d'effet levier parce qu'il faudra que tu fasses des apports, mais derrière, tu as une fiscalité tellement légère que ça compense plus que largement. Et je ne suis pas sûr que ça compense plus que largement parce que l'enrichissement est sur le capital, sur le remboursement du capital. Si demain tu veux lever 10 millions d'euros, ouais, si tu as une épargne illimitée, c'est possible. Et là, on le voit, en réalité, les impôts sur les loyers, oui, ils existent, mais ils touchent le cash flow. Le capital, il n'est pas touché. Le capital, lui, continue de s'accumuler. Tu parles d'accumulation de capital, année après année, hors fiscalité. Au final,
raisonner comme du cash flow, c'est raisonner un peu comme un salarié qui regarde son net après impôt, alors qu'un entrepreneur investisseur, lui, il regarde son capital accumulé. Et c'est pour ça que je précisais dès le départ, on parle d'accumulation de capital, on ne parle pas d'optimisation fiscale sur son activité de freelance. C'est important de le préciser, et tu n'as pas besoin de rester sur la durée du prêt résident fiscal français. Tu as besoin sur la phase de levée des fonds, qui peut être selon ta stratégie si tu es bien, de 3 ans. Moi, par exemple, tu vois, le retour en France, je retourne en France pour lever des fonds, ça va être sur 2-3 ans. Plus vite je le fais, mieux c'est. Mais après, je me rebarre immédiatement. Je ne vais pas rester en France pendant 20 ans. Ce n'est pas mon discours. Et c'est là qu'on va pouvoir passer sur la partie finale, où il va y avoir toute la nuance. C'est la partie stratégie. Cumuler en France plus Dubaï, c'est faisable avec des difficultés avec Dubaï à cause de la particularité, mais il y a des solutions, il y en a partout. Souvent, on oppose la France à Dubaï. Olivier, tu dis que si tu restes en France, tu perds 70% dans ta poche et qu'il faut partir immédiatement. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas les opposer en réalité, il faut les cumuler. Comme avec l'exemple que je t'ai dit, sur l'exemple précédent, ton business, il fait 1 million de bénéfices par an. En France, tu payes environ 340 000 euros d'impôts par an. En 3 ans, ça fait un peu plus d'1 million d'euros payés à l'État. On est sur une très grosse imposition. Il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas de holding. Pour Olivier, ce million, il est perdu. Moi, je le considère comme un ticket d'entrée, comme une mise de départ, qui permet de lever 10 millions d'euros minimum en immobilier avec ce type de rémunération et avec ce type de revenus et ce type de résultats. Avec ça, tu vas amortir entre 400 et 500 000 euros par an. Tu prends environ, si tu prends la moitié de l'évolution, sachant que l'immobilier, et tu l'as dit à taux fixe, c'est un excellent moyen de se protéger contre l'inflation, puisque le crédit il est fixe et tu rembourses une somme dans 10 ans, tu rembourses une somme que tu as levée, mais qui aujourd'hui représente beaucoup plus avec l'effet de l'inflation. Déjà, tu gagnes l'inflation. C'est très important. On pourrait parler de l'équation de Fisher. On ne va pas rendre complexe la chose. Sur ça, si ça augmente de 2%, et je ne comptais même pas la plus-value, mais c'est 200 000 euros de plus sur le capital. En 10 ans, ça va représenter environ 6,3 millions créés. Donc, tu auras fait x6 sur ton investissement. De l'autre côté, si tu pars directement à Dubaï, et c'est la différence, c'est-à-dire tu es en France, tu pars directement à Dubaï, ben, tu vas passer à côté de ça. Tu vas certes, sur les 3 années, économiser 1 million d'euros d'impôts en 3 ans. La personne, une fois qu'elle les a levés, peut s'expatrier à Dubaï ou s'expatrier dans un pays avantageux fiscalement. Même si tu places ce million d'euros à 10% par an, hypothèse ultra-optimiste, linéaire, sans incident, au bout de 10 ans, tu obtiens 2,6 millions d'euros. Donc ce million que tu as économisé en 10 ans te permet d'avoir 2,6 millions d'euros contre 6,3. Tu vois la différence ? 6,3 versus 2,6. C'est ça que je veux dire. La vraie stratégie, c'est pas de choisir entre les deux, c'est de cumuler les avantages. Par exemple, moi, je le verrais plus comme ça. Pas Dubaï, je structurerai d'une manière différente. Phase 1, tu vas décaler légèrement ton expatriation pour utiliser le levier bancaire. On rappelle, tu as besoin d'être résident fiscal pour lever les fonds. Tu n'as pas besoin d'être résident fiscal une fois que les fonds sont levés, puisque c'est des structures qui portent les fonds. Et phase 2, tu t'expatries ensuite pour optimiser la fiscalité, accélérer tes intérêts composés, capitaliser. Et je sais que 10 millions peut sembler énorme, mais c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Par exemple, on avait fait un podcast dans 10M avec Auguste, qui a 28 ans, qui n'était pas à 1 million de revenus par an, qui a réussi à lever 8 millions d'euros sur une seule année. Avec un business qui tourne bien, la bonne formation, 10 millions en 3 ans, c'est réaliste en étant accompagné. Donc, c'est pas des chiffres. Voilà pourquoi il ne faut pas opposer la France et Dubaï. Il faut prendre les avantages de tous les pays. Tu vantes la théorie des 5 drapeaux, qui pour moi, la théorie des 5 drapeaux, elle a été inventée en même temps que le Minitel. Je ne pense pas que tu travailles sur le Minitel et qu'on tape 3615 Olivier Roland ou Blogueur Pro.
c'est de prendre les avantages de chacun des pays. Ben, tu prends les avantages de la France, là où ils le font, parce que ça fait un bonus, et tu prends les avantages de Dubaï ou d'un autre pays ensuite, et là, je suis totalement d'accord avec toi. Je dis pas aux gens de rester 25 ans en France, bien au contraire. Et comme tu l'avais dit un peu avant, non, je ne suis pas monopays, j'ai travaillé dans plusieurs pays, j'ai été expatrié dans plusieurs pays, et j'ai pu voir et accompagner des gens qui sont expatriés partout, et que c'est ce retour d'expérience qui a permis de juger et de dire, tiens, merde, putain, il faut le faire. Le vrai problème, et c'est pour ça que j'avais commencé par ça, c'est plus les biais cognitifs. Quand tu penses que l'État va te prendre 70% de ton argent, ton cerveau, il s'arrête là. Tu cherches juste à confirmer ce que tu crois déjà. La France me ruine, donc il faut partir tout de suite. C'est un raisonnement de confirmation, pas un raisonnement stratégique. Mais quand tu mets les chiffres à plat et que tu ouvres ton horizon, ça change tout. Prenons un exemple qui va te parler, Olivier, et je ne veux pas que tu crois que je regarde que ce contenu. Tu parles de la règle des 4%. La règle des 4%, c'est-à-dire d'allouer 4%, de récupérer 4% de son revenu pour être libre financièrement. C'est ton modèle. Si tu veux vivre à Dubaï, on va dire que tu veux pas vivre dans la misère, alors les gens vont hurler, mais je vais reprendre l'expression de Tugendbara, si tu veux pas vivoter, notamment si par exemple tu as une femme et si tu as une femme et un enfant, si tu veux vivre à Dubaï, il te faut 200 000 euros de capital. Il me semble que ton appartement, tu avais dit qu'il valait 5 500 euros par mois, donc ce qui fait 60 000 euros. C'est-à-dire, une fois que tu as enlevé ça, un peu de voyage et tout, ça fait 10 000 euros. Ouais. Pour avoir 200 000 euros de revenus à Dubaï, il te faut 5 millions de capital net investi. Et la vraie question, c'est comment tu accumules ces 5 millions le plus vite possible en économisant uniquement tes impôts. Là, dans l'exemple qu'on a vu, c'est 15 ans, d'accord, sur le gros résultat. En restant 3 ans en France, où tu lèves 10 millions avec effet de levier, déjà, au bout de 10 ans, tu as 6,3. Donc, tu en as plus qu'à la base. Et là, tu mets les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est beaucoup plus sexy avec des gros montants. Donc, si tu veux vraiment vivre des 4%, comme tu le recommandes, autant mettre toutes les chances de ton côté. Tu restes en France juste assez longtemps, stratégiquement, pour activer le levier, créer du capital et te barrer ensuite. Ensuite, seulement, tu pars dans un autre pays pour optimiser tes revenus, tes intérêts composés, et mettre une autre source de revenus sécurisée. Ce n'est pas une question d'émotion ou de confirmation, c'est une question de logique, de chiffres et de stratégie patrimoniale. Quand tu fais le calcul froidement, tu vois, pour mettre les 5 millions de côté avec un business en économisant que l'impôt, quand je t'ai dit que c'était 15 ans, il faut être capable de générer ces revenus sur les 15 années. Alors, ça fait 15 ans que tu es dans le business. Est-ce que tu as généré le même revenu moyen sur ces 15 années ou est-ce que c'est un peu à dents de scie? Il y a des mois qui sont plus forts que d'autres, il y a des années qui changent. Et est-ce que tu penses que tu généreras la même chose ensuite? Et voilà la nuance que personne ne dit et qui change absolument tout. Pour que le scénario Dubaï fonctionne, il faut que ton business il crache le même résultat pendant 15 ans d'affilée. 15 ans, c'est une éternité. Combien d'entreprises survivent avec le même rythme aussi longtemps dans de l'infoprenariat? Dans l'autre scénario, celui du décalage, comme j'ai dit, décalé légèrement, tu n'as besoin que de 3 années solides, 3 bilans bien construits, et après, ton immobilier continue à tourner, d'amortir et se valoriser tout seul, indépendamment de ton business. Donc le choix est simple, soit tu prends le pari risqué de tenir 15 ans avec la même machine à cash qui crachera toujours la même chose, comme si ton business était un CDI et que tu avais l'assurance chômage à la française et les prestations sociales, tu as la garantie des prestations sociales, ou soit tu transformes 3 ans de performance en capital massif qui, lui, continuera de travailler pour toi, même si ton business s'arrête ensuite. L'un est un pari fragile, l'autre n'est pas une quasi-certitude. Tu peux avoir des accidents des accidents sur la route, mais la probabilité que tu aies des accidents sur ton business est bien beaucoup plus grand. Voilà ce que je disais. Ce n'était pas d'opposer France et Dubaï, c'était de cumuler les deux et d'avoir un discours où on comprend les faiblesses, où on comprend les forces et où on fait preuve de partialité
pour cumuler les deux. Voilà, tout simplement. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui est relativement longue. En matière d'entrepreneuriat et de patrimoine, le vrai danger, c'est d'opposer les solutions entre elles. Moi, je n'oppose pas les intérêts composés à l'immobilier à la crypto et la crypto à la bourse. Tout a sa place, tout dépend du moment et de l'objectif. Si ton objectif est de constituer un capital ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, il te faut utiliser la dette et l'amortissement. Et ça, la personne qui a le plus compris ça, c'est l'exemple que tu prends, c'est Patrick Drahi. Ben, il a commencé, il était en France. Et une fois que c'était construit, il s'est barré. Et ça, il a compris. Tu branches une imprimante à billets sur ton business et tu appuies sur imprimer. Tu as juste besoin de faire attention que les cartouches te permettent d'imprimer suffisamment et les cartouches et les résultats de ton business. En revanche, si demain, et là je te rejoins totalement, si je gagne 10 millions au loto, même si je n'y joue pas, je ne vais pas mettre 10 millions dans l'immobilier, mais surtout pas. Par contre, je prendrai 1 million pour faire des opérations patrimoniales avec un effet de levier qui sera réduit parce que ça sera du prêt professionnel ou du prêt marchand de biens, donc c'est un effet x5, 20% d'apport, que ce soit sur Megève, Beau-de-Provence, Côte d'Azur, Paris, où il y aura toujours une demande. Et c'est exactement ce que dit La Boiserie, un youtubeur que beaucoup connaissent, qui fait référence dans le milieu de l'entrepreneuriat français par sa longévité et tout ce qu'il a développé. Il dit moi j'ai 15 millions de crédits immobiliers. Une fois que les 15 millions de crédits ils sont remboursés, je prends les 15 millions, je les mets en bourse. C'est la nuance clé. L'immobilier est le levier qui sert à créer un capital rapidement, que tu vas récupérer au travers de l'amortissement du capital et tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la détention immobilière. L'enrichissement, il se fait tous les ans. Et les intérêts composés, la bourse, la crypto, ils servent à faire fructifier dans la durée ce capital que tu auras récupéré. Et c'est là qu'il faut être lucide. Les intérêts composés, c'est bien pour 3 catégories de personnes. Les marketeurs qui vendent du rêve, les milliardaires comme Warren Buffett qui ont déjà un capital colossal et ceux qui ont une patience infinie, capables d'attendre 30 ou 40 ans. Personnellement, je ne suis pas Warren Buffett et ça vous le savez déjà. Je ne pense pas être un vendeur de rêve et ni quelqu'un qui va accepter d'attendre 40 ans pour voir le résultat. Je ne suis pas impatient non plus, mais je crois une chose, c'est utiliser les bons leviers au bon moment et surtout pas les opposer. Créer massivement puis gérer intelligemment. Et c'est pour ça que je le répète, il ne faut pas opposer la France à Dubaï, l'immobilier à la bourse. Il faut juste séquencer. D'abord, on crée du capital, ensuite on l'optimise, ensuite on le diversifie. Et là, on a la recette gagnante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez longue, 1 heure. Concernant ton livre, Olivier, je l'ai acheté. Je tiens à le dire, je l'ai acheté sur Kindle. Mais je n'avais pas vu qu'il faisait 600 pages. Donc, je prendrai le temps de le lire. Et de le lire en profondeur. Mais je ne me basais que sur les extraits que tu avais donnés et les calculs que tu avais donnés également au Web2 Connect. Donc, ce n'est pas quelque chose de léger, c'est dans la bienveillance. Mais ça permet bien évidemment d'apporter un peu de contradiction et de montrer une voie différente que les gens ne voient pas forcément au travers de leur biais propre parce qu'ils se disent tiens, ouais, je suis obligé de faire ça. Mais oui, ça peut se cumuler parce que les gens oublient beaucoup de parties, notamment, et tu l'as vu, tu ne raisonnais qu'en cash flow sur l'immobilier, alors que moi, je m'en fous du cash flow. L'autofinancement me va largement. La plus-value, même si j'en ai pas, tant pis. C'est pas mon objectif. Et en plus, c'est une sécurisation contre l'inflation, et c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et ne pensez pas que c'est parce que vous n'allez pas avoir d'impôts que vous allez avoir le même lifestyle et que vos dépenses ne vont pas augmenter. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que des entrepreneurs de ta génération, Olivier, donc qui étaient là au tout départ, qui ont fait des résultats extraordinaires, qu'en termes de capital, ils n'ont pas fait autant que certains qui ont commencé bien plus tard qu'eux, tout en restant en France en payant beaucoup plus d'impôts. Je ne citerai pas de nom, je les avais déjà cités, mais l'exemple est criant. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Ciao, ciao!